Or, le Moyen-Âge n'est pas du tout une période à mettre entre parenthèses par rapport à l'innovation. Qu'est-ce qu'on reproche au Moyen-Âge? Les derniers empereurs, c'est 300-350 après Jésus-Christ, et la Renaissance va démarrer en Italie vers 1250-1300. La Renaissance italienne, ça s'étendra après vers 1500 dans le reste de l'Europe. On a pratiquement 1000 ans. 1000 ans qu'on appelait Moyen-Âge. Le reproche principal qui est fait, c'est que l'Église prend le contrôle de tout. Et on approche scolastique. L'Église, il y a un dogme, et ce qui fait que les scientifiques, les philosophes se sentent contraints. Vous avez vu le nom de la rose, même si ce n'était pas tout à fait à ce niveau-là. Mais on interdit pas mal de philosophes antiques, et on va les garder par le monde arabe, en fait, qui lui va continuer à les garder. Il faudra reconstituer les textes. À la Renaissance, parce qu'ils avaient été un peu perdus, il y avait une vision qui était... Donc à ce niveau-là, effectivement, si vous sortiez des clous par rapport à une vision créationniste, par rapport à différents éléments, je ne veux pas dire Galilée, il y avait effectivement blocage lié à une vision où une religion l'emportait sur tout, contrôlait tout, décidait tout, on pouvait brûler pour être par sorcellerie si vous n'étiez pas dans les clous, donc période un peu difficile pour les esprits indépendants, comme la femme d'Adrien n'aurait pas été à l'aise dans ce contexte-là, visiblement, où on avait une certaine idée de où était la place de chacun. Pour autant, on va avoir des réalisations exceptionnelles. Déjà, mais la vision de Dieu va donner les cathédrales, qui est une des périodes les plus innovantes qu'il y ait jamais eu, ce qu'on appelle le temps des cathédrales. Là, vous voyez Notre-Dame de Paris. Quand elle est construite, c'est le plus grand bâtiment qui ait jamais existé. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Alors c'est des constructions qui durent 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, il y avait le temps. Et je dirais, il y a à peu près 1100 inventions et innovations dans une cathédrale gothique par rapport à une église romane. Donc c'est un chef-d'œuvre, tout le monde est sur le pont, toutes les technologies. Par exemple là, vous voyez, c'est que de la pierre, c'est une beauté absolue. Pourtant, il y a du fer dans les cathédrales. Et le fer est extrêmement important par rapport aux églises romanes. Pas tellement, quelques dizaines à centaines de tonnes, mais elles sont pratiquement cerclées comme un tonneau. Sinon, elles se casseraient la figure. Et il y a beaucoup d'innovations dans le verre, dans la pierre, etc. Donc, synthèse créative du Moyen-Âge. Et on a plusieurs, en fait, on va avoir 4 éléments 5 éléments plus exactement, qui vont être des structures particulièrement innovantes au Moyen-Âge. On va avoir ces fichues cathédrales, qui vont être le lieu. Les villes se battent à coups de cathédrales, hein, ça coûte énormément cher. Tout le monde il faut avoir la plus grande, la plus belle, la plus haute, etc. Donc ça va être un lieu de combinaison de tout. Aujourd'hui, le monument le plus visité du monde, c'est celui que vous avez sous les yeux. Donc, et pourtant, il ne date pas d'hier. Commencé vers 1200, donc vous voyez, tout le monde défile, c'est gratuit mais ça rapporte pas mal, c'est sans doute le meilleur investissement qui ait jamais été fait à Paris, et après le coup d'après c'est la Tour Eiffel, on verra à la belle époque, le monument le plus visité du monde payant, donc c'est pas vieux, c'est pas dépassé, on fera autre chose, on en a 92 ou 93 en Europe, il n'y a aucun projet de démolir une cathédrale, sous prétexte qu'elle est vieille, qu'elle date de beaucoup. Donc cathédrale. Alors le Moyen-Âge en fait est extrêmement producteur d'innovation. Et de quelle nature? Mais on n'est pas sur contrairement à l'époque grecque, on n'est pas sur le concept, on est en fait essentiellement sur les métiers. On va avoir un grand mouvement des métiers, les corporations, les compagnons, les guildes qui vont jouer un rôle extrêmement important de transmission des connaissances, de recueil des connaissances partout. Les cathédrales, on en fait dans toute l'Europe, par exemple. Donc on va utiliser des techniques qui viennent d'Allemagne, d'Italie, de France, de partout. Et en plus, on en récupère qui venaient de l'Empire byzantin, etc. et d'autres. Et puis de diffusion et d'amélioration. La guilde ne verrouille pas, contrairement à une idée reçue. Chaque cathédrale, vous pouvez voir, il y a des innovations. Celle d'après, on va plus haut, on va plus loin, on va prendre plus de risques, on va évoluer. Et on a plein d'évolutions. On invente l'horloge, vous voyez, ces super horloges astronomiques, vous allez dans des cathédrales, première fois qu'on a des horloges. Puis là, on invente le rouet, avant c'était le fuseau. Je ne sais pas si vous filez la laine, mais enfin, ça prend moins de temps et on ne se pique pas en plus. On avance beaucoup au niveau des techniques de l'agriculture. Là, en fait, on va avoir le rôle clé qui est joué par des congrégations avec en fait tout un tas de structures, on va revenir dessus, qui vont diffuser. Les moulins sont améliorés, tout un tas de systèmes de machines avec roues en bois et avec renforcement en fer, l'alambic, le moulin tel que vous voyez là au fil de l'eau, le collier pour les chevaux. Enfin, c'est pas du tout une période. Vous voyez ici, ça change parce qu'on va pouvoir gagner beaucoup plus par rapport à cela. On a tendance à étrangler le cheval. On va pouvoir avoir une gestion beaucoup plus intelligente et ça va se diffuser. On en trouve quelques-uns à Rome quand même, mais apparemment ça ne s'était pas diffusé à Rome. Et le rôle des corporations.
Et les corporations sont très présentes. Elles ne dépendent pas de l'Église. Et l'Église en a besoin cruellement pour ses cathédrales, pour tous ses équipements. Ici, vous voyez quelqu'un qui est en train de, avec une meule par rapport à son outil, un autre qui cercle ou qui fait des tonneaux. Ils se représentent dans les cathédrales parce qu'ils sont importants. Vous voyez ici les outils. C'est le moment où on a tout un tas de réseaux qui ne sont pas sous la dépendance de l'Église. D'ailleurs, certains se disent francs-maçons. Ils ne sont pas du tout dépendants. Ils sont indépendants. Ils passent des contrats. Ils se baladent d'un chantier à l'autre. Et vous avez tout un tas de guildes, de marchands, de ceux qui... Par exemple, en 1400, Ronsard dit que Paris, c'est la ville aux 1000 artisans, aux 1000 métiers. C'est la ville en Europe où il y a le plus de métiers rassemblés qui vont pouvoir faire des œuvres d'art, de l'argenterie, de la céramique, etc. Et donc, il y a beaucoup de progrès au niveau de tous ces métiers qui, eux, ont une autonomie. Alors, vous voyez la cathédrale dans l'univers urbain, ça reste encore là. Si vous allez à Reims, quand vous arrivez par la Nationale 4, vous arrivez sur une colline, vous descendez, vous avez la cathédrale qui domine toute la ville. Il n'y a pas un bâtiment plus grand. Même si c'est là depuis 7 ou 8 siècles, pour l'instant on n'a pas fait plus grand. C'est un bâtiment qui s'impose sur toute la ville. Ici, vous voyez, c'est une réalisation sans précédent. C'est la première chose que viennent voir les touristes quand ils arrivent là. Ils vont moins... à l'Opéra Bastille, parce qu'il y a exactement, il existait déjà sous cette forme-là. En Chine, c'est une architecture. Là, la cathédrale s'impose, là, c'est parce qu'elle prend le soleil le soir, hein, c'est les vraies couleurs. Autre chef-d'œuvre du Moyen-Âge, le château fort. Il n'y a pas un gamin qui n'ait pas un château fort chez lui. C'est aussi quelque chose de très technique, très élaboré. Hein, si vous regardez les travaux faits par Viollet-le-Duc ou d'autres sur toutes les technologies rassemblées dans le château, parce que c'est l'autre pouvoir. C'est le seigneur, c'est le roi, c'est le prince, c'est celui qui va avoir un château, qui va le défendre, on y vit. Donc il y a la cité de Dieu, il y a la cité du roi. Ici, c'est le Louvre, hein, au Moyen-Âge, vous voyez, exubérant, hein, de réalisation. Et donc, on ne fait pas ces objets extrêmement sophistiqués, extrêmement élaborés, sans une coopération étroite. On appelle ça les grandes synthèses créatives du Moyen-Âge, que sont le château fort. Je dis, tout gamin en a un dans sa chambre, hein, tellement ça l'a marqué, il joue au chevalier, etc. Et la cathédrale, il n'en a pas, c'est plus difficile à reproduire, mais enfin, il y allait au moins une fois. Alors là, si je prends le cas de Reims, par exemple, qui est un chef-d'œuvre universel, même s'ils ont rabattu plusieurs fois l'ambition, il devait y avoir cette flèche gigantesque, hein, il y a un projet fou, mais à un moment donné, la population a rechigné à payer. Hein, il y a eu plusieurs tensions fortes parce qu'il fallait, on vendait des indulgences entre les solutions pis-aller, on faisait des cotisations obligatoires, enfin, etc. Et donc il y a eu des pauses, parfois il fallait arrêter pendant 50 ans, le temps que les gens se refassent une fortune pour redémarrer les travaux quand même. Hein, il y avait pas mal d'échecs parce qu'il n'y avait pas de plan détaillé des cathédrales. Le seul cathédrale dont un plan détaillé, c'est Strasbourg, mais si vous appliquez le plan, elle se casse la figure. Donc ce n'était pas des plans comme on aura les plans de la Renaissance et autres, c'est juste l'orientation générale. Le métier était maîtrisé par les compagnons. Hein, il y aura plusieurs effondrements, aussi à Reims, hein, la grande rosace par exemple, ou d'autres éléments, comme on aura aussi dans pas mal de cathédrales. On se dit tiens, on a poussé un peu trop loin, là il faut revenir. Mais la cathédrale est une architecture extrêmement robuste. Si je prends le cas de Reims, alors vous voyez la structure connue, hein, ça c'est une structure basique, beaucoup de pensée mathématique, hein, même si on ne chiffre pas en détail, c'est une partie de savoir-faire liée à une vision d'ensemble. Hein. Alors vous voyez ici, hein, ça c'est les parties latérales, hein, c'est pas le cœur. Hein. Vous voyez cette dimension gigantesque, maîtrise du verre. Ici on a une structure c'est la structure en verre avec les parties en fer qui tiennent l'ensemble plus que la pierre. Hein. Vous voyez la taille des personnes à côté ici, pour vous donner une idée. Hein. Et ce mouvement phénoménal qui a été la cathédrale, où on a plus de 1000 métiers rassemblés dans une seule œuvre. Là, le côté religieux servait, on faisait ça pour Dieu. On verra la rupture à la Renaissance, c'est que c'est plus pour Dieu, c'est plus pour le chef, c'est plus pour l'empereur comme à Darius, c'est humaniste, c'est pour l'homme de toute nature, donc c'est une révolution copernicienne. Ici, donc, vous voyez ce chef-d'œuvre absolu, personne ne veut démolir une cathédrale, beaucoup ont beaucoup de pièces d'origine, il y a eu de la restauration surtout à cause de l'agression du temps sur les pierres extérieures. Hein, ici, vous voyez aussi une partie intérieure de la cathédrale de Reims, hein,
Donc vous voyez, et là on n'avait jamais fait avant, donc c'est une période d'innovation. On a pris des risques dans les voûtes, dans les masses, et ça avait tendance à s'écarter, il a fallu faire les contreforts. Or c'est extrêmement robuste. Pour la preuve, Reims a reçu des dizaines d'obus de gros calibre. Était canardé pendant la guerre de 14, tout le monde était sûr qu'elle allait tomber. Là vous voyez un obus de gros calibre qui explose sur la cathédrale de Reims. Elle en a reçu des dizaines, elle a brûlé, et pourtant la structure est restée. Elle n'est pas tombée. Malgré tout ce qu'elle a pris, les charpentes ont brûlé, le plomb a fondu, et même ces élégants contreforts que vous voyez, il faut savoir qu'il y a une tige métal, vous voyez les pierres qui tournent autour, parce que la tige est à l'intérieur, donc c'est une structure extrêmement élaborée. Ça a surpris d'ailleurs tout le monde, autant les Allemands que les Français, que la cathédrale est tenue. Vous voyez ici, on se ramasse aussi un obus dans les parties hautes. En fait, elle avait perdu tout, vous voyez ici, voyez, tout le toit qui était parti, etc. Et ici, vous voyez, les gargouilles ont craché du plomb fondu, puisque le plomb coulait, il y avait le passage pour les gargouilles, donc ceux qui sortent de l'eau, il coulait le plomb du toit, en fait, qui coulait. Si vous allez visiter Reims, vous verrez encore, ils ont gardé les gargouilles avec le plomb qui s'est figé à l'intérieur. Et donc, une qualité venant de loin, puisque les cathédrales, c'est entre 1100 et 1300, 1400, après il y aura des définitions, donc ça ne date pas d'hier, capable de résister à des explosions hyper violentes. Donc ça a frappé, là un petit peu comme quand on parle de Rome, là on a atteint une qualité exceptionnelle de réalisation, hein. Et il faudra 60 ans pour restaurer la cathédrale de Reims, mais c'est surtout beaucoup de pierres abîmées, des éclats d'obus partout, qui fait que les anges n'avaient plus une tête d'ange, etc. Donc beaucoup de travail de pierre, et une structure plus légère pour le toit, mais c'est juste pour vous montrer que les cathédrales c'est quelque chose, quoi. Ça reste symbolique d'ailleurs de la première grand chef-d'œuvre collectif, ce qu'on appelle synthèse créative. En innovation, c'est clé. C'est-à-dire toutes les compétences se sont rassemblées pour faire un objet qu'on n'avait jamais fait avant. D'une taille, d'une qualité, d'une esthétique, d'une qualité de réalisation. Vous aviez pratiquement tous les métiers rassemblés. Pratiquement aucun métier était de côté pendant la réalisation des cathédrales. Et vous voyez, il y a le mythe, on dit, la personne ne vous disait pas je taille la pierre ou je mets une pièce de fer, je construis une cathédrale. Donc c'est emporté par la foi sur le monde. Alors les autres, c'est les abbayes. Les abbayes ont joué un rôle déterminant au Moyen-Âge pour des progrès considérables dans l'agriculture, dans la réalisation de tout un tas de produits. Enfin, vous voyez, il y a les bières d'abbaye, les fromages d'abbaye, les alcools d'abbaye, enfin tout ce que vous voulez d'abbaye, les bonbons, les machins, tout ce que vous voulez. Occupation du terrain, diffusion des technologies de culture, etc. Donc relié à l'Église, parce que l'Église était dominante, mais avec une certaine marge d'autonomie. Pareil, encore une esthétique dont on sent l'influence venue de Rome, notamment ses jardins intérieurs, des recherches botaniques extrêmement élaborées. On a fait beaucoup de croisements, parfois le pape intervenait en disant « il ne faut pas croiser les trucs, Dieu ne l'avait pas prévu hein, sur un rosier, enfin on ne greffe pas une variété sur une autre, ils ont continué quand même, avec de maîtrise des plantes pour tout un tas d'applications. Et donc les abbayes ont structuré le territoire en fait en améliorant et en diffusant des technologies de culture qui sont restées. Et c'était un monde très organisé. Donc en fait le Moyen-Âge est extrêmement organisé. Il est organisé par l'Église avec Rome qui contrôle tout, ou un moment à partir d'Avignon. Mais on a des structures très organisées. La cathédrale, c'est une structure extrêmement organisée. Le château fort est très organisé avec ses dépendances, ses réseaux. L'innovation au niveau du château fort est énorme. Les abbayes sont très structurées. Vous voyez l'organisation de la vie, aussi là pour méditation, la partie pour Dieu, la partie pour le travail de la terre, la partie pour la production, la partie pour la diffusion. Et ils auront des moyens, ils seront très très souvent arnaqués. Chaque fois qu'il y a une guerre, on demanderait aux abbayes de payer, de contribuer au paiement des dettes de Charles VII, de qui vous voulez, des croisades et autres gens. Non. Mais c'est un lieu d'organisation et de production très, très structuré. Ici, par exemple, vous avez les comptes d'abbaye qui sont faits en détail parce que c'est des ordres très structurés qui fait qu'on vient voir si l'abbaye est dans les clous, si elle réserve bien, si elle applique bien ce qu'il faut faire, à la fois au niveau religieux, mais aussi au niveau économique, aussi au niveau du fonctionnement. Et donc, ce qui donne une base assez intéressante d'ailleurs pour suivre l'évolution des choses. On s'appuie sur ça pour avoir l'évolution du temps, l'évolution des récoltes, quand on voit des séries longues, parce que les abbayes tenaient ceci à jour en détail.
Et autre structure hyper organisée, ce sont les grandes villes du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est la naissance de villes extrêmement puissantes et organisées, qui elles sont un petit peu en dehors du champ des seigneurs, ce qui est plutôt je dirais l'organisation de la société vieillotte médiévale, avec le château, les serres autour, l'organisation. La ville, elle, c'est une part de liberté. C'est les corporations qui vont contrôler les villes. Allez sur la grande place de Bruxelles, bon, elle n'est pas originale, hein. Bruxelles avait brûlé, donc elle a été refaite, mais ça vous donne une idée. Vous transposez, on a refait à l'identique ce qu'était la puissance des corporations. Ici, vous voyez donc une ville de Rhodes, qui est une ville médiévale, organisée avec la fourniture d'énergie autour. Aujourd'hui, ce serait des éoliennes. Hein. C'est des éoliennes. Hein. C'est éoliennes du temps, mais c'est des éoliennes quand même, hein, pour faire fournir. Ici, vous voyez, par exemple, Nuremberg, hein, 1493. Hein, mais en fait, elle est comme ça depuis un certain temps. 1493, la Renaissance a commencé en Italie. Elle n'est pas encore à Nuremberg. Donc, ville extrêmement structurée et organisée autour des corporations, très en avance par rapport à des villes à la terre entière. Hein. Et au milieu, on va avoir la cathédrale en cours de construction parce que ça va durer des plombes. Hein, tout un tas de... Alors, vous voyez ces villes typiques, hein, Edfort et tout ça, organiser, gérer, fermer le soir, corporation, organisation de la ville, organisation aussi pour lutter contre les épidémies de peste, la nourriture à l'extérieur avec des maraîchers, etc. Donc la ville moderne, elle progresse énormément au Moyen-Âge, qui n'est pas du tout une période de désorganisation. Il y a l'obscurantisme moyenâgeux. Par rapport à la religion, à la science, oui, mais pas du tout au niveau de l'évolution des progrès dans la cité. On ne peut pas dire ça. Ici, je vous en montre une. Vous voyez, c'est un zoom sur un dessin qui date du Moyen-Âge. On voyait la ville, la partie ouest, la partie centrale. Alors, évidemment, beaucoup de clochers, hein, vous avez déjà remarqué. Quand vous allez dans le cœur médiéval de grandes cités européennes, hein, vous voyez le nombre d'églises, puisqu'il y a bien effectivement position. Et la partie, hein, qui se trouve à l'ouest, avec les tours de guet, l'organisation, les clochers pour prévenir les gens, etc. Donc, organisation de la cité. Bruxelles au Moyen-Âge, c'est dans une tapisserie. Mais vous voyez l'organisation de la ville du Moyen-Âge, quand il y avait des gens qui venaient de plus loin, d'Asie centrale, de Turquie, etc., ils s'étaient frappés de la qualité. Et il y a des beaux restes, malgré tous les bombardements qu'il y a eu. Beaucoup de gens viennent du monde entier voir, quand vous dites, et le cœur médiéval de la cité, si vous allez à Prague, si vous allez à d'autres endroits, enfin, vous voyez la qualité de réalisation qui est celle qu'on a au Moyen-Âge. Avec, évidemment, je vous montrais pratiquement autant d'innovation que du temps des Grecs, hein, si on regarde tout ce qui est arrivé à ce moment-là, dans l'amélioration des métiers. C'est pour ça que c'est assez discret, c'est pas une bagarre théorique et conceptuelle, puisque là, il y a effectivement domination de la scolastique, c'est-à-dire que l'Église contrôle. Ici, vous voyez le plan de Bruxelles au Moyen-Âge, vous voyez l'organisation de la cité, hein, un petit peu comme vous avez Carcassonne. Après, il y avait enfermés dans des remparts pour se défendre, parce qu'il y avait des bandes de pilleurs qui passaient de temps en temps et les villes devaient se défendre ou discuter le fait si elles laissaient passer les troupes ou pas, mais elles essayaient de mettre un coup pour être en position de négocier. On connaissait l'histoire des bourgeois de Calais, mais c'est pas le seul. Le centre-ville extrêmement puissant, c'est là où vous aviez toutes les corporations, hein. À l'intérieur aussi une partie de la capacité de nourrir la ville si elle devait supporter un siège, et des organisations très fortes de corporations, comme vous avez aujourd'hui le Faubourg Saint-Antoine, les gens qui faisaient des meubles, les différents faubourgs organisés. Donc c'est pas du tout une période de perte de temps au niveau de l'évolution des techniques, des métiers et des solutions. Vous voyez, ça, c'est des représentations artistiques. Hein, vous vous en voyez des superbes avec Jérôme Bosch ou d'autres. Donc la ville du Moyen-Âge est grouillante de vie, avec beaucoup d'interférences, beaucoup d'architecture, très élaboré, hein, qui vous montre un peu l'état d'esprit. Alors vous voyez ici, il y a des gens, on représente aussi des pendus, des choses comme ça. Bon, on est dans une période assez dure au niveau de la relation à l'Église. Voilà par exemple, ici, c'est un centre médiéval restauré, hein, Ypres, hein, qui vous montre en Europe, qui vous montre la qualité. Vous avez des maisons de ces périodes qui vous disent c'était 1250, 1300, l'église effectivement est de cette époque-là, les maisons des corporations que vous voyez ici, donc structuration de la ville moyenâgeuse est très proche de la ville moderne que l'on a aujourd'hui en fait. Hein, et beaucoup restaurent actuellement leur centre médiéval qui n'était pas nul en éléments. Hein, ici, vous voyez,
scène de la vie quotidienne dans une ville médiévale, hein, c'est des reproductions d'époque avec le rôle, vous voyez, que jouent les corporations, aussi qualité des bâtiments, organisation publique assez forte, notamment pour lutter contre les maladies, les épidémies qui ruinaient la période médiévale, donc beaucoup d'avancées à ce niveau-là. On a eu beaucoup d'épidémies de peste ou de choses comme ça, donc il fallait organiser la cité, notamment par rapport à ces risques de dérive. Alors, en revanche, le secteur qui a peu bougé, c'est l'éducation, puisqu'il y a extrêmement peu d'universités. Avant la Révolution de la Renaissance, il y en a 5 en Europe, hein, très contenues par l'Église. Hein, voilà, ça, c'est des manuscrits du Moyen-Âge montrant comment on enseigne à l'Université de Paris au XVIe siècle. Hein, là, au XIVe siècle, vous voyez, les élèves sont assis par terre, donc là, vous êtes bien assis par rapport au CNRS à des sièges confortables. Avec le professeur, il y a déjà un truc de ce genre-là, vous voyez, qui lit. Ici, il y a ceux qui vérifient que les gens bossent bien et écoutent ce qu'on leur dit. Hein, c'est assez structuré. Hein, chacun écrit. C'est un format où la part bottom-up est relativement limitée, en fait, ou auto-organisation. C'est pas encore les MOOC. Hein. Classe université européenne typique dans les années 15e siècle. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est que l'artiste, si on regarde chaque élève, il y en a un qui dort, vous voyez, il y en a qui discutent ensemble, il y en a qui draguent les filles. Enfin, c'est la réalité comme on a ici, quoi. Hein, vous voyez, un ou deux qui somnolent, un qui regarde à côté, et puis l'autre qui essaie de faire passer son message, et puis les professeurs adjoints sur les côtés. Avec le fait que ça reste la doctrine officielle. Donc c'est là que ça bloque par rapport au fait de la difficulté d'avancer dans un contexte où n'importe quelle science ou connaissance doit être passée à la trame des écritures pour voir si on est dans l'axe. Donc c'est là où on parle de blocage et d'obscurantisme, avec le risque d'être sectaire et d'être rejeté par rapport à cela. Et donc il faut faire attention à ce que l'on fait. Ici, vous voyez, typiquement un livre de cours du Moyen-Âge, 1300, c'est un livre où on enseigne tout. C'est un livre sur tout. C'est-à-dire que c'est un livre polyvalent, typique des universités médiévales. Il y a des sciences naturelles, la philosophie, des mathématiques et d'autres choses. Vous voyez, avec de la géométrie, livre unique pour les connaissances. Et là, l'intérêt, ça fait les interactions. Par contre, je dirais, tout est lié donc à la vision religieuse dominante. Hein, et bon, il n'y a pas de. On voit bien où le professeur est sur une estrade, l'autre il balise. Hein. Donc on est dans ce type de structure. Alors, et je terminerai sur cet aspect avec le blocage que ça donne. Ici, c'est une carte du monde du XIIe siècle. Hein. Alors Jérusalem au centre du monde, hein, l'Europe, l'Afrique, donc vision totalement fausse. Les Chinois ont des super cartes à ce moment-là déjà. Autre qui est ce qu'il faut reconnaître, et on va avoir le mouvement, mais on en reparlera une autre fois, sur l'explosion qui va venir à la Renaissance, de mise en cause de tout cela, pour correspondre en fait plus à la réalité du monde, découverte du monde, les grands navigateurs, un monde héliocentrique, la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse, et Galilée mène le bagarre. Enfin donc attaque frontale de l'Église sur le domaine des sciences, qui sera un petit peu difficile, parce qu'une époque on peut brûler les gens s'ils ne sont pas dans les clous quand même. On brûlera jusqu'à 4000 sorcières par an en Allemagne quand même, donc c'est pas plus sorcières que vous et moi, me semble-t-il, sauf... mais ils n'avaient pas... Donc voilà, la partie bloquée du Moyen-Âge, c'est cette inquiétude, et on l'a vu avec Descartes. Même Descartes hésitait, il est pourtant lui à la fin de la Renaissance italienne, au début de la Renaissance en France, et il sait qu'attaquer l'Église de front peut être très dangereux. On pourrait être encore rejeté, donc il est souvent ambigu sur le fait s'il est héliocentriste ou pas. Il préfère parler un peu d'autre chose, il l'édite pas en France, il l'édite ailleurs, parce qu'on a ce blocage. Donc ça, c'est la partie noire du Moyen-Âge, si vous voulez, hein, le fait que tout le monde est aligné sur une seule pensée dominante, avec un pouvoir très élevé, très très puissant au niveau économique. La dîme, c'est 10% de tous les revenus, plus tous les autres revenus, etc. Donc, c'est de l'ordre de 30%. Oui. Et donc l'Église est très puissante, elle contrôle aussi le pouvoir des rois, des princes, leur donner les autorisations ou pas. Donc voilà, c'était un petit tour sur cette période antique un peu rapide, parce que après il faudrait passer beaucoup de temps sur chaque période si on veut analyser exactement qui vient de quoi ou de où. Par exemple, si on démonte une
une horloge astronomique du Moyen-Âge, vous apercevez qu'il y a des pièces qui viennent pratiquement de tout le bassin méditerranéen à la Mésopotamie. Ceux qui ont inventé la crantée, la poulie, le câble, le poids, etc. Ça vient du monde arabe, ça vient des Indiens, ça vient de l'Empire ottoman, ça vient de différents endroits. Donc la capacité qu'a l'Europe à ce moment-là, c'est sa capacité de synthèse.